UE 2.11S3, pharmacologie et thérapeutique, pharmacologie des hypolipémiants. Les lipides, comme le cholestérol et les triglycérides, jouent plusieurs rôles importants dans l'organisme. Tout d'abord, ils sont indispensables pour la synthèse des hormones stéroïdiennes. Ensuite, ils sont essentiels pour la synthèse des acides biliaires. Et enfin, ce sont des constituants essentiels des membranes cellulaires. Les lipides sont des molécules très lipophiles qui ne circulent donc pas sous forme libre, mais sous forme de complexes avec les lipoprotéines, des protéines de transport hydrosolubles. Parmi ces lipides, le plus important est le cholestérol. Le cholestérol présent dans le sang a deux origines. Tout d'abord une origine alimentaire. En effet, le cholestérol apporté par l'alimentation est absorbé dans l'intestin puis est transmis au foie par la voie exogène. Et ensuite une origine endogène, puisque le cholestérol peut également être synthétisé dans le foie et être transporté par la voie endogène aux autres tissus de l'organisme. En cas d'excès de cholestérol dans le sang, des dépôts lipidiques peuvent se former dans les vaisseaux sanguins. C'est l'athérosclérose. Lorsque ces dépôts sont trop importants, ils peuvent entraîner une réduction de la lumière artérielle et être responsables de complications cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. La prévention des accidents cardiovasculaires liés à l'athérosclérose repose tout d'abord sur la mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Les patients doivent suivre un régime alimentaire adapté. Notamment, ces patients doivent supprimer la consommation de viande grasse et de charcuterie, doivent éviter de consommer du beurre et de la crème et préférer plutôt les huiles végétales, augmenter leur consommation de légumes, de crudités et de fruits et consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine. Il est également recommandé de supprimer l'alcool et le tabac, ainsi que de pratiquer régulièrement une activité physique. Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas à diminuer les concentrations sanguines de cholestérol, un traitement hypolipémiant sera prescrit en association aux mesures hygiéno-diététiques. L'objectif principal de ce traitement hypolipémiant est de diminuer l'incidence des accidents cardiovasculaires majeurs et non de normaliser les concentrations de cholestérol dans le sang. Les deux classes pharmacologiques d'hypolipémiants les plus utilisées sont les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase, qu'on appelle également statine, et les fibrates. Ces classes pharmacologiques seront étudiées en détail dans la suite du cours. Nous allons maintenant détailler les caractéristiques de la classe des statines. Les statines diminuent la synthèse hépatique du cholestérol en inhibant l'HMG-CoA réductase, l'enzyme qui convertit l'HMG en acide mévalonique dans l'hépatocyte. Les statines ont donc un effet pharmacologique hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qui entraîne une diminution du cholestérol sanguin. Les statines sont largement utilisées dans plusieurs indications, toujours en association à des mesures hygiéno-diététiques. On peut utiliser les statines dans le traitement des dyslipidémies, c'est-à-dire les pathologies qui se caractérisent par des anomalies des concentrations de lipides sanguins, comme les hypercholestérolémies ou les hyperlipidémies mixtes. On utilise également les statines pour la prévention des accidents cardiaques chez les patients ayant de l'athérosclérose ou du diabète. Les statines sont exclusivement administrées par voie orale. Elles doivent être prises le soir, car la synthèse du cholestérol a surtout lieu pendant la nuit.
Le traitement est débuté à la dose la plus faible possible, puis les doses sont progressivement augmentées si nécessaire, en tenant compte des effets indésirables. La plupart des effets indésirables des statines sont légers et de courte durée. Il s'agit principalement de troubles digestifs, de maux de tête et d'éruptions cutanées. Une fatigue, des insomnies et des manifestations allergiques peuvent également être observées. Parmi les effets indésirables des statines, les retentissements musculaires sont à noter particulièrement. Les statines peuvent entraîner des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, voire des crampes musculaires. Plus grave, mais heureusement assez rare, les statines peuvent être responsables d'une atteinte des muscles, la rhabdomyolyse. Il s'agit d'une destruction des fibres musculaires qui provoque des douleurs musculaires importantes. Les cellules endommagées libèrent alors différents produits de dégradation dans la circulation sanguine, tels que la créatine phosphokinase, ou CPK, ou la myoglobine. La myoglobine ainsi libérée est nocive pour les reins et peut entraîner une insuffisance rénale. Plus rarement, les statines peuvent entraîner une élévation des concentrations sanguines de certaines enzymes hépatiques, notamment les transaminases. Cette élévation est souvent passagère et peu grave, mais doit être surveillée car elle peut présager d'une toxicité hépatique plus importante, comme une hépatite. Heureusement, la survenue d'une hépatite grave associée à la prise de statine est extrêmement rare. Les contre-indications des statines doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire de statine en cas de maladie musculaire génétique, comme la myopathie, du fait du risque d'effets indésirables musculaires. Il convient également d'éviter l'administration de statine en cas d'insuffisance rénale sévère, du fait du risque de rhabdomyolyse. Il est également prudent de s'abstenir de prescrire des statines chez des patients atteints d'insuffisance hépatique sévère, du fait du risque d'effets indésirables hépatiques. Et enfin, les statines sont contre-indiquées au cours de la grossesse et de l'allaitement. Les statines ne doivent pas être associées à différents médicaments, particulièrement au jus de pamplemousse et aux autres inhibiteurs des cytochromes P450, comme les antibiotiques de la famille des macrolides ou les antifongiques, car il y a un risque accru de rhabdomyolyse par diminution du métabolisme des statines. Il faut également éviter d'associer des statines avec des médicaments inducteurs des cytochromes P450, comme la rifampicine ou les antiépileptiques, car il existe alors un risque important de diminution d'efficacité de la statine par augmentation de son métabolisme. Et enfin, il faut éviter d'associer des statines avec des médicaments de la classe des fibrates qui vont être détaillés dans la suite du cours, car il y a un risque accru de myopathie et de rhabdomyolyse par addition des effets indésirables. Au cours d'un traitement par statine, une surveillance accrue des transaminases est requise avant l'instauration du traitement, puis périodiquement par la suite. Le traitement doit être interrompu devant toute augmentation persistante des transaminases à plus de 3 fois la normale. Dans les situations à risque, comme les situations d'interaction médicamenteuse, les patients ayant des pathologies hépatiques préexistantes ou les patients consommant de l'alcool, une surveillance systématique est conseillée. En cas de survenue de symptômes musculaires, tels que douleurs ou crampes musculaires, un dosage de CPK doit être effectué. En pratique, une augmentation marquée et persistante des concentrations sanguines de CPK traduit une atteinte musculaire. Attention, une activité physique ou sportive intense peut également provoquer une augmentation des CPK, parfois importante, mais toujours transitoire, contrairement à celle liée à la prise de statine. Le traitement par statine doit être interrompu en cas d'élévation des concentrations de CPK à plus de 5 fois la normale en l'absence d'efforts intensifs. En principe, les signes musculaires disparaissent totalement après l'arrêt définitif de la statine.
Si les symptômes disparaissent et que la concentration de CPK s'est normalisée, il est possible d'envisager la réintroduction de la statine à la dose la plus faible et sous surveillance étroite. En conclusion, les statines ont une action hypocholestérolémiante en inhibant la synthèse hépatique du cholestérol. Leurs effets indésirables sont principalement des complications musculaires qui peuvent conduire à une rhabdomyolyse. En cas de survenue de symptômes musculaires, un dosage de CPK doit être effectué pour évaluer la gravité des effets indésirables. Nous allons maintenant détailler la deuxième classe de médicaments de ce cours, la classe des fibrates. Les fibrates sont des agonistes des récepteurs nucléaires PIPAR-alpha présents dans les hépatocytes. Par leur liaison à ces récepteurs, ils provoquent une modification de l'expression des gènes qui est responsable de l'effet hypocholestérolémiant, c'est-à-dire diminution du cholestérol sanguin, et de l'effet hypotriglycéridémiant, c'est-à-dire diminution des triglycérides sanguins. Les fibrates sont utilisés dans plusieurs indications, toujours en association à des mesures hygiéno-diététiques. On les utilise notamment dans le traitement des dyslipidémies, c'est-à-dire les pathologies qui se caractérisent par des anomalies des concentrations de lipides sanguins, comme les hypertriglycéridémies, les hyperlipidémies mixtes ou les hypercholestérolémies. Certains fibrates, comme le gemfibrozil, peuvent être utilisés dans la prévention des accidents cardiaques, dans le cas où les statines sont contre-indiquées. Les fibrates sont exclusivement administrés par voie orale. Il est plutôt conseillé de les prendre le soir, car la synthèse du cholestérol a surtout lieu pendant la nuit. Le traitement est débuté à la dose la plus faible possible, puis les doses sont progressivement augmentées si nécessaire, en tenant compte des effets indésirables. La plupart des effets indésirables des fibrates sont légers et de courte durée. Il s'agit principalement de troubles digestifs et d'éruptions cutanées. Parmi les effets indésirables des fibrates, les retentissements musculaires sont à noter particulièrement. Les fibrates peuvent entraîner des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, voire des crampes musculaires. Plus grave mais heureusement assez rare, les fibrates peuvent être responsables d'une atteinte des muscles, la rhabdomyolyse. C'est une destruction des fibres musculaires qui provoque des douleurs musculaires importantes. Les cellules endommagées libèrent alors différents produits de dégradation dans la circulation sanguine, tels que la créatine phosphokinase, CPK, ou la myoglobine. La myoglobine ainsi libérée est nocive pour les reins et peut entraîner une insuffisance rénale. Plus rarement, les fibrates peuvent entraîner une élévation des concentrations sanguines de certaines enzymes hépatiques, particulièrement les transaminases. Cette élévation est souvent passagère et peu grave, mais doit être surveillée car elle peut présager d'une toxicité hépatique plus importante, comme une hépatite. Heureusement, la survenue d'une hépatite grave associée à la prise de fibrates est extrêmement rare. Enfin, les fibrates peuvent être responsables de lithiases biliaires qui peuvent être graves. Cet effet indésirable correspond à la formation de calculs, c'est-à-dire des dépôts de consistance pierreuse de la taille d'un grain de sable à celle d'un petit caillou, qui se forment dans les voies biliaires. Les contre-indications des fibrates doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire de fibrates en cas d'insuffisance rénale sévère du fait du risque de rhabdomyolyse. Il convient également d'éviter la prescription de fibrates chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère du fait du risque d'effets indésirables hépatiques. La prescription de fibrates doit être limitée en cas de maladie des voies biliaires du fait du risque de lithiase biliaire. Et enfin, les fibrates sont contre-indiqués au cours de la grossesse et de l'allaitement.
Les fibrates ne doivent en aucun cas être associés à d'autres fibrates car il y a un risque accru de rhabdomyolyse par addition des effets indésirables. De la même façon, il faut éviter d'associer les fibrates avec des statines car il y a un risque accru de myopathie et de rhabdomyolyse par addition des effets indésirables. Enfin, il est préférable d'éviter d'associer les fibrates à des anticoagulants oraux de la famille des antivitamines K, car il y a un risque de potentialisation de leur effet anticoagulant, pouvant conduire à des hémorragies. Au cours d'un traitement par fibrate, une surveillance accrue des transaminases est requise avant l'instauration du traitement, puis périodiquement par la suite. Le traitement doit être interrompu devant toute augmentation persistante des transaminases à plus de 3 fois la normale. Dans les situations à risque, notamment les situations d'interaction médicamenteuse, dans le cas de patients atteints de pathologie hépatique ou de patients consommant de l'alcool, une surveillance systématique est conseillée. En cas de survenue de symptômes musculaires tels que douleurs ou crampes musculaires, un dosage de CPK doit être effectué. En pratique, une augmentation marquée et persistante des concentrations sanguines de CPK signe une atteinte musculaire. Attention, une activité physique ou sportive intense peut également provoquer une augmentation des CPK, parfois importante, mais toujours transitoire, contrairement à celle liée à la prise d'un fibrate. Le traitement par fibrate doit être interrompu en cas d'élévation des concentrations de CPK à plus de 5 fois la normale en l'absence d'efforts intensifs. En principe, les signes musculaires disparaissent totalement après l'arrêt définitif du fibrate. Si les symptômes disparaissent et que la concentration de CPK s'est normalisée, il est possible d'envisager la réintroduction du fibrate à la dose la plus faible et sous surveillance étroite. En conclusion, les fibrates ont une double action hypocholestérolémiante et hypotriglycéridémiante par leur action sur les récepteurs nucléaires PIPAR-alpha hépatiques. Leurs effets indésirables sont principalement des complications musculaires qui peuvent conduire à une rhabdomyolyse. En cas de survenue de symptômes musculaires, un dosage de CPK doit être effectué pour évaluer la gravité des effets indésirables. En conclusion, le cholestérol sanguin, principal lipide de l'organisme, est soit d'origine alimentaire, suite à son absorption dans l'intestin, soit d'origine hépatique, suite à la synthèse de cholestérol opérée par le foie. Un excès de cholestérol peut obstruer les artères, c'est l'athérosclérose, et être responsable de complications cardiovasculaires. Pour diminuer l'incidence de ces accidents cardiovasculaires, la mise en place de mesures hygiéno-diététiques sera indispensable, en association, si besoin, à un médicament hypolipémiant.